Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4 jours après la catastrophe, le Vaucluse compte toujours ses disparus. Officiellement, ils sont 40, mais le chiffre est loin d'être certain. Aujourd'hui encore, les secouristes ont continué les recherches, tandis que la population se préparait à l'arrivée de nouveaux orages. Sur place, reportage de Caroline Sins et Georges Minangua. Vaison sous haute surveillance. Seules les familles et les secours peuvent entrer dans la ville. Pendant ce temps, la ronde des hélicoptères continue pour retrouver les corps des disparus. J'en ai trouvé hier encore dans une voiture de l'autre côté avec un hélicoptère. Difficile de retrouver des corps dans ces tonnes de boue s'étalant sur des dizaines de kilomètres le long de l'Ouvèze. De plus, il n'existe aucune liste exacte des disparus. Une trentaine dénombrés officiellement, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Dans ce camping de Vaison, par exemple, il y avait 200 personnes au moins le jour du drame. Une quarantaine seulement sont vivantes. Beaucoup d'étrangers ne sont pas venus réclamer leur voiture, carcasse stockée sur un parking de la ville. On fait des vérifications, actuellement donc dans les pays étrangers, et il se peut très bien que des personnes ne se soient pas fait connaître, et pour l'instant elles sont portées disparues, mais il se peut très bien qu'elles soient encore en vie. Autre priorité aujourd'hui pour les civils et militaires, nettoyer les rivières remplies de boue, d'arbres arrachés, de voitures déchiquetées. Il faut absolument déblayer pour éviter les risques en cas d'inondation, car de gros orages devraient éclater cette nuit et une cellule de crise est prête à intervenir. S'il fallait, en certains endroits, procéder préventivement à quelques évacuations, nous vous informerons par des messages particuliers, chez vous, aussi bien que par les radios locales, et nous prévoyons tout ce qui est nécessaire pour accueillir ceux qu'il faudrait éventuellement évacuer. 2 trains couchettes sont bloqués à Avignon et Orange pour accueillir les gens en cas d'évacuation. Les secours qui resteront en alerte cette nuit se veulent rassurants, ils veulent avant tout éviter la psychose. Alors dans toute la région, petit à petit, la vie reprend. Des dizaines d'experts sillonnent le département pour évaluer les dégâts. Impossible pour le moment de donner un coût global de la catastrophe. On parle d'1 milliard de francs. Mais déjà des centaines de personnes ont commencé à recevoir des indemnisations. Enquête de Béatrice Nivois et Georges Minangua. Cet homme, Albert Dupont, a tout perdu. Aujourd'hui, il est venu chercher quelques objets. En attendant son assureur, il évalue avec un expert indépendant la valeur de sa propriété. Dans le cadre de ce pavillon avec la clôture, je pense qu'il est à même de percevoir 300 000 francs. Les honoraires de ces experts ne seront pas à la charge du sinistré. Depuis 2 jours, toutes les compagnies d'assurance sont installées en permanence à Vaison. Des dizaines de victimes sont déjà venues demander des indemnisations. Ce matin, nous avons versé à 2 familles aux environs de 120 000 francs. Dans cette catastrophe, certains ont perdu tous leurs biens immobiliers, d'autres, et c'est encore plus douloureux, ont laissé des êtres chers. Et on a surtout apporté un réconfort moral et bien sûr qu'ils seront indemnisés puisqu'à la Massif il y a un contrat qui garantit tous nos sociétaires pour les accidents, pour les décès par suite d'accidents. Donc ils seront indemnisés sans aucun problème. Malgré la présence des assureurs sur le terrain, les procédures sont souvent longues pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est aux assureurs de ne pas trop compliquer les choses, de payer vite, de payer en fonction des montants qui sont prévus au départ, moins les 10% habituels, ça nous n'en doutons pas, mais de payer et de ne pas faire des inventaires imbéciles parce que tout le monde est dans le désarroi. Enfin, le cas des propriétaires dont les terrains qu'ils ont souvent achetés à crédit ne sont plus constructibles. Là, les assureurs ne remboursent que la maison. Plus personne ne veut retourner vivre dans ce lotissement suicide. Notre lotissement était les jardins de l'Ouvèze. Donc j'aimerais poser la question aux autorités, je ne sais pas à qui je m'adresse, soit municipalité, soit la région, soit l'État, qui va nous rembourser notre bien terrain. Pour l'instant, les premières estimations s'élèvent à 1 milliard de francs, mais il y a 4 ans, la catastrophe de Nîmes avait coûté 2 milliards. En Afrique du Sud, rencontre au sommet et réunion de l'espoir pour le président de Klerk et Nelson Mandela. Les 2 hommes se sont retrouvés en fin de matinée près de Johannesburg. Après plusieurs semaines de tensions et de violences meurtrières, ils vont tenter de relancer la marche vers la démocratie. Joël François Dumont. Ce qui unit désormais ces 2 hommes est beaucoup plus fort que ce qui les a un jour séparés. Les adversaires d'hier du Congrès national africain de Nelson Mandela ou du Parti national de Frédéric de Klerk au coude à coude aujourd'hui, les 2 chefs, le blanc et le noir, ont trouvé les mêmes mots pour dire ensemble leur espérance.
C'est ce que notre peuple attend de nous. C'est ce dont notre économie a besoin. C'est ce que notre pays exige enfin de nous, que nous ayons la volonté d'ouvrir la voie à un ordre nouveau et démocratique. Le vainqueur, ce doit être l'Afrique du Sud. Mais avant de déboucher sur cette paix tant attendue, il y a encore un préalable de taille, mettre fin à la violence. Tous les Sud-Africains, quel que soit le parti politique qu'ils soutiennent, veulent que les chefs de parti instaurent la paix. Notre pays a besoin de nous pour réussir aujourd'hui. Geste de bonne volonté, une cinquantaine de prisonniers politiques sur 400 ont été relâchés. L'heure du pardon a également sonné pour les policiers blancs reconnus coupables d'exaction. Il n'y a pas un jour à perdre, il faut que le pont aérien reprenne immédiatement. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Cyrus Vance, le coprésident de la conférence sur l'ex-Yougoslavie. Le médiateur a ainsi exprimé ses craintes face à l'arrivée de l'hiver à Sarajevo. En revanche, il est resté très discret sur l'information du New York Times selon laquelle plusieurs milliers de musulmans auraient été tués dans des camps de détention. Jean-François Gringoire. Pas très optimiste, Vance l'américain et Owen le britannique en quittant ce matin le sol de l'ex-Yougoslavie. Oui, a dit Cyrus Vance, j'ai entendu l'information, mais je n'en sais pas plus. D'après le New York Times, citant des hauts responsables américains, 3000 musulmans ont été tués en mai et juin dernier, hommes, femmes, enfants, exécutés par groupe de 50 par les Serbes à Brčko. Les États-Unis vont demander à l'ONU d'enquêter sur les crimes contre l'humanité dans l'ex-Yougoslavie, ce qui ne va pas empêcher les Serbes de poursuivre l'épuration ethnique en Bosnie-Herzégovine. À Banja Luka prochainement, capitale d'une région entièrement revendiquée par les Serbes où vivent encore 60 000 Croates et musulmans. L'épuration ethnique. Cyrus Vance et Lord Owen, hier à Banja Luka, l'ont constaté, ça continue. Les deux coprésidents de la conférence pour la paix ont exprimé leur inquiétude après ce qu'ils ont vu et entendu dans cette région, mais sachant, une fois encore, qu'ils ne pourront probablement rien y faire. En Roumanie, plus de 16 millions d'électeurs sont appelés demain aux urnes pour désigner leurs députés et leur président de la République. Pour la présidence, 6 candidats sont sur les rangs, mais en réalité, tout devrait se jouer au deuxième tour entre l'actuel chef de l'État, Ion Iliescu, et le candidat de l'opposition centriste, Emil Constantinescu. Portrait de 2 hommes en campagne, Pascal Verdeau, Philippe Guinet. Emil Constantinescu, ovationné lors de son dernier meeting dans la capitale roumaine. L'ancien recteur de l'université de Bucarest incarne le renouveau de l'opposition démocratique. Petit à petit, l'intellectuel que l'on disait timoré s'est transformé en force tranquille. Il séduit les citadins, une partie des forces populaires et les siens. Pour nous, vous savez, c'est question de vérité. C'est l'homme qui a donné le plus de garanties qu'en Roumanie, un état de droit va s'instaurer. Dans sa ville natale de Oltenica, devant son électorat, les ouvriers, Ion Iliescu, le président, en bras de chemise. Depuis la rupture avec son premier ministre jugé trop libéral Petre Roman, il affirme être resté fidèle aux idéaux de la révolution roumaine et symboliser le changement. Iliescu, c'est l'homme qu'il faut pour le pays. Il est des nôtres. C'est un vrai Roumain. Le signe de croix pour marquer le retour aux valeurs spirituelles et le combat contre la corruption. Emil Constantinescu prône la réconciliation nationale. Il veut enrayer la fuite des cerveaux et attirer les investisseurs étrangers. N'écoutez pas les promesses électorales, affirme Iliescu aux salariés de l'industrie textile. Il faut une économie mixte, plus de protection sociale, un État fort. C'est le stoppage du déclin de la production industrielle et agricole, les solutions immédiates pour les problèmes difficiles de cet hiver et de l'année prochaine, et après l'issue de la crise économique. La Roumanie coupée en deux, comme les démocraties européennes. L'ancien apparatchik communiste, face à l'intellectuel engagé, l'histoire hésite encore. Dimanche, les Roumains auront d'abord rendez-vous avec eux-mêmes.
Aux États-Unis, un enfant de 12 ans obtient de la justice la possibilité de rester chez ses parents nourriciers et de ne pas retourner chez sa mère. C'est une véritable première, car c'est l'enfant lui-même qui a demandé à la justice de trancher et qui a même plaidé sa cause. Histoire racontée par Jean-François Bélanger. Grégory n'a que 12 ans. À la barre du tribunal d'Orlando, en Floride, il tremble. Devant lui, sa mère naturelle, dont il veut se séparer. Il tremble et pourtant, il garde la parole pendant 1h30. Il en a beaucoup à raconter sur son enfance, faite d'inquiétudes. Au cours des 8 dernières années, il n'a vu sa mère Rachel que 7 mois. Il se rappelle de son père, alcoolique, de sa mère, qui oubliait sa boîte de marijuana sur la table de la cuisine. Il se souvient aussi de l'orphelinat, où il a été placé à l'âge de 4 ans. Enfin, il parle de sa famille adoptive qui l'a accueilli il y a 1 an et qui veut maintenant l'adopter. Lorsque le magistrat lui demande pourquoi il a engagé une telle procédure, l'enfant répond « parce que je veux être heureux ». L'argument a convaincu le juge qui prononce le divorce sur le champ. Cette audience a ému l'Amérique qui la suivait avec attention sur le petit écran, une histoire qui se termine bien comme à Hollywood. Un happy end pour tous, sauf pour Rachel, la mère naturelle, qui lance en pleurant que Grégory sera toujours son fils. Retour en France, très exactement en Bretagne, où le président Mitterrand a choisi de passer quelques jours pour se reposer. Le chef de l'État est en effet arrivé hier en famille et avec quelques amis, dont Georges Kijman et Bernard Kouchner. Il est arrivé dans un hôtel de Belle-Île, dans le Morbihan. Son épouse, Danielle, interrogée par France 3 Pays de Loire, n'a voulu faire aucun commentaire sur la façon dont son mari vit sa convalescence. Tout ce que la France compte de députés, de conseillers généraux, de conseillers régionaux et de délégués de conseils municipaux va voter demain. Tout ce beau monde est appelé à renouveler 1/3 des sénateurs élus pour 9 ans. Un scrutin dont Charles Sanviti nous détaille les enjeux. La Chambre haute se renouvelle d'1/3. Concernés, 31 départements pour 103 sièges à pourvoir et profusion cette fois de candidats. En lice, ils sont 561 et pour ceux qui seront élus, 9 ans de mandat plus le confort reconnu du Palais Médicis. La Haute Assemblée suscite donc des vocations. Réputée chambre d'opposition depuis 81, à chaque scrutin, le Sénat se cale plutôt à droite. En 89, au dernier renouvellement, le RPR, avec 91 sièges, devient le groupe le plus puissant de l'hémicycle. À ses côtés, l'UDF, ici majoritaire en élus, mais fractionné en 3 groupes. Enfin, PS et PC en minorité. Bref, ancrage au centre droit, et pour ce scrutin, ni bouleversement ni suspense à attendre. Majorité reconduite d'office, seule curiosité, les transferts, Assemblée, Sénat. Aujourd'hui, 5 députés PS sont candidats. Élus ici, c'est la majorité en voix des socialistes à l'Assemblée qui pourrait en souffrir. Parmi eux, Pierre Mauroy, engagé dans le Nord, face à une droite divisée, son élection paraît acquise. Autre candidature ministérielle, celle-là, Michel Charasse et Jean-Marie Roche, ils connaissent la maison. En cas d'élection, ils y siégeront. En tout cas, la joute est sans surprise avant la vraie bataille, celle de la présidence. À 83 ans, après un bail de 24 ans, Alain Poher passe la main. Dans les rangs de la majorité présidentielle, le poste fait des envieux. Numéro 2 dans la hiérarchie de la République, la place est stratégique, surtout en période agitée. 15 h cet après-midi dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Une tour de 20 étages vacille et s'écroule dans un amas de poussière. En 1 heure, 3 autres tours semblables vont subir le même sort. Il ne s'agit pas d'une catastrophe, mais de la plus importante opération de démolition jamais entreprise en France. Une opération suivie par des centaines d'habitants du quartier, avec parfois un peu d'émotion. Et grâce à quelques kilos de dynamite, c'est toute une époque qui est ainsi partie en fumée. Celle des années 60, où pour construire vite, on a souvent mal construit. Enquête de Nathalie Darigrand et Christophe Hérault. Bon, à l'époque, nous sommes arrivés ici, c'était super, tout était neuf. Première des choses qu'on a fait, c'est de monter au 20e étage pour voir toute la région, voir le site, quoi, le paysage. C'était super. Le Val-Fouré, cité modèle des années 60, lorsque ces immeubles tout neufs offraient le confort moderne, salle de bain chauffage.
En 10 ans, 8300 logements sont construits. On loge en priorité les employés de Renault et Simca installés à Flins et à Poissy. Époque florissante du plein emploi, mais bientôt les locataires préfèrent les maisons individuelles. 1975, dans les Tours, la population change. Les familles, souvent étrangères, sont plus nombreuses, plus démunies. Le contexte évolue lui aussi. Renault licencie la moitié de ses effectifs. Un habitant sur 5 est au chômage. Les constructions se dégradent et les appartements se vident. Mais il s'est avéré que de construire, par exemple, tous les murs porteurs en béton rendait quasiment impossible les modifications à l'intérieur des logements qui auraient pu permettre d'adapter les logements à d'autres types d'utilisation. On est contraint par le système de fabrication du logement, donc la solution c'est ou on reste sur place ou on détruit. 1984, un programme de relogement est mis en place. La décision de démolir est adoptée. Après 4 ans de discussion, 13 millions de francs sont débloqués pour l'opération. Le projet urbain espère redonner de l'espace à la plus grande ZUP de France. 26 000 personnes vivent au Val-Fouré. On prévoit ici des jardins paysagers et plus tard un CES. Actualité médicale avec la fin des entretiens de Bichat à Paris, des entretiens qui ont porté entre autres sur l'obésité des jeunes. Il faut savoir en effet que cela touche 5 à 7% des préadolescents qui se nourrissent mal ou qui ont des problèmes psychologiques. Portrait d'un petit costaud avec Pascal Justice et Ludovic Fossard. Virgile a 8 ans et demi et son héros préféré s'appelle Cubitus. Virgile, c'est qui Cubitus? C'est celui-là qu'on voit sur la couverture. Et c'est qui dans l'histoire? C'est un gros chien très gourmand. Tu aimerais être Cubitus dans la vie? Oui. Pourquoi? Parce que chaque fois que je boude, chaque fois que Cubitus boude, son maître lui fristouille quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui cuisine quelque chose, des gâteaux, un gâteau ou des choses comme ça. Et chaque fois que son père vient le chercher à 11h30 à la sortie de l'école, il lui apporte un casse-croûte. En dehors des repas, Virgile mange chaque jour 3 gros sandwichs mixtes. Il est 12h30, maintenant la famille va passer à table. Tu apporteras ton coca aussi. Au menu, poisson pané et chou-fleur. La maman de Virgile essaye d'équilibrer les repas familiaux et propose des légumes. Mais l'appétit de Virgile n'est plus au rendez-vous. Je suis un peu découragée la plupart du temps parce que c'est difficile de défendre aussi à Alain, à Virgile, de manger le morceau de saucisson si son père ne mange pas de légumes et mange le bout de saucisson tout seul. L'obèse mange trop et mange mal. Il mange trop, il mange mal parce que le plaisir qui vient combler la sensation de faim chez tout un chacun nécessaire, bien entendu, à la survie, devient par trop important, qu'il en recherche sans cesse la répétition, et ce d'une manière telle qu'il s'agit probablement, c'est une des hypothèses et pas uniquement la seule, de lutter contre une angoisse intense qui risque de l'habiter à certains moments. Difficile de déterminer les causes de l'angoisse de Virgile, mais une chose est sûre, l'image que lui renvoient ses copains se résume en un mot. T'es gros, t'es gros, t'es gros. Virgile souffre mais ne répond pas, même si parfois il en rêve. J'en pense que je me retiens de lui mettre un bon nion dans la tronche. Mais ça, seul son héros Cubitus peut le comprendre. Sport en Formule 1, c'est encore une fois le Britannique Nigel Mansell qui partira demain en tête au Grand Prix du Portugal à Estoril. Ainsi, ce sera la 29e fois de sa carrière que le nouveau champion du monde partira en position de tête. Didier Balaise. Si certains ont du mal à trouver leur marque sur la piste, tel Gerhard Berger ou l'Italien Gianni Morbidelli, d'autres baquets sont incertains. À Estoril, les bruits d'admission les plus divers circulent en coulisses. Au niveau du bitume, ce sont toujours les Williams-Renault qui mènent le bal. Nigel Mansell occupera une nouvelle fois la position de pointe sur la grille de départ aux côtés de Riccardo Patrese. Les deux McLaren de Senna et Berger ont respectivement réalisé les 3e et 4e temps aux essais. Les bruits d'admission au sein de l'écurie perdurent. On parle toujours de l'arrivée de Prost, mais avec quel moteur? Le Britannique Martin Brundle sur Benetton occupera la 3e ligne avec l'Allemand Michael Schumacher. Côté français, en dépit du moteur Renault, Thierry Boutsen et Saligier sont à plus de 3 secondes et demie du leader, Nigel Mansell, qui se voit offrir l'opportunité de battre un record de victoires en Grand Prix sur une saison en cas de succès à Estoril demain après-midi.
Pas de surprise, mais un joli symbole pour le rallye Paris-Pékin, 60 ans après la croisière jaune. C'est une Citroën, une CX, qui remporte la victoire finale avec au volant le Français Pierre Lartigue. Chez les motards, le succès final revient à un autre Français, Stéphane Peterhansel, sur Yamaha. Le cirque Zavata en liquidation judiciaire. Depuis plusieurs semaines, toute la célèbre troupe est en panne du côté de Cahors. Une véritable débandade financière qui a conduit Jacques Garnier et Alain Thomas à enquêter dans ce monde peu connu. Et ils ont découvert qu'en réalité tout n'est pas noir sous les chapiteaux et qu'au contraire, le métier attire de plus en plus de jeunes. C'est triste, un cirque qui meurt. La fin du cirque Zavata, échoué depuis des semaines sur une zone industrielle près de Cahors, fait verser bien des larmes à de vieux enfants de la balle qui ont mal jonglé avec la trésorerie ou la gestion. Mais il s'agit d'un cas isolé, heureusement, car le cirque affiche, malgré de lourdes contraintes, une relative bonne santé. Ils sont près de 150 à sillonner nos routes. Grands ou petits, traditionnels ou provocateurs, ils attirent annuellement plus de 6 millions de spectateurs. Le cirque renouvelle régulièrement son spectacle. Il faut que les emplacements leur soient réservés dans les villes. Il faudrait que les maires des communes acceptent qu'un emplacement puisse être toujours à disposition afin que le public voit à chaque fois qu'il en a envie un spectacle de cirque. Un cirque, s'il veut vivre aujourd'hui, doit faire plus riche que les autres. En plus d'un matériel neuf, il doit posséder de superbes animaux et offrir des attractions internationales de tout premier plan. La grosse caisse, la tarte à la crème, les gugus n'ont plus la cote. D'abord, la première chose, c'est quand même la piste, le public, etc. hein. Et puis la vie qu'on a ici, la liberté, les animaux, les camions, tout quoi. Les derniers tours de piste, ce n'est donc pas pour demain. En reconnaissant l'importance des écoles de cirque, l'État aide à la formation de véritables jeunes talents. C'est un métier qui demande du courage. Alors même si on n'en fait pas son métier, ce qu'on aura appris dans une école du cirque nous permettra justement de voir la vie peut-être autrement. Être artiste de cirque, c'est savoir se servir de ses mains, de ses pieds, de sa tête et de son cœur, et de ses sentiments, pour vivre intensément dans un tout autre monde. Les pronostics de Daniel Leclerc pour le tiercé quarté Quintet Plus qui se jouera demain à Auteuil, c'est le prix de la journée nationale du cheval. 18 partants avec les favoris 2, le 5, c'est son joker, le 3, le 8, le 7, le 14, le 13 et le 11. Voilà, c'est la fin de cette édition du 19-20. Dans quelques secondes, la météo de Michel Touret. À 20h45, ne manquez pas le film policier signé Bob Swain, L'Enveloppe. Quant à moi, je vous retrouve à 22h20 pour un nouveau point de l'actualité. Et surtout, n'oubliez pas que la nuit prochaine, nous passons à l'heure d'hiver. Bonne soirée sur France 3.